Ma femme, complètement nue, était allongée devant son amant sur le lit, les jambes écartées. Je suis entré, au moment le plus inopportun. Je m'appelle Michael, j'ai 34 ans, ma femme, Jess, et moi nous sommes mariés il y a 7 ans. Elle est juste un an plus jeune que moi. Elle a 33 ans. Au moment du mariage, j'étais absolument certain d'avoir fait le meilleur choix de ma vie. Jessica s'est avérée être la femme idéale pour moi. Brillante, émotionnelle, parfois explosive, mais c'est précisément ce qui m'a attiré. Elle était de celles qui font battre le cœur plus vite et ressentir la vie véritablement. Quant à moi, je suis de nature douce, calme, bienveillante. J'ai toujours essayé d'éviter les conflits, de faire des concessions. Et je croyais que la gentillesse pouvait changer le monde. Peut-être que c'est précisément ce trait de caractère qui est devenu l'une des raisons de ce qui s'est passé ensuite. Nos filles, deux merveilleuses petites filles, que j'aime plus que ma propre vie. L'aînée, Emma, a récemment eu 5 ans. Elle me ressemble incroyablement. Une fille tout aussi douce, calme, réfléchie, aimant les livres et les jeux tranquilles. La cadette, Mia, a 3 ans, et elle est l'opposé total de sa sœur. Elle a clairement le caractère de sa mère. Elle est active, têtue, parfois capricieuse, mais en même temps douce et très affectueuse quand tout se passe comme elle le souhaite. Nous vivions dans une banlieue agréable, dans une petite mais confortable maison, que j'ai achetée juste après notre mariage. La maison, entourée d'un jardin bien entretenu, m'a toujours semblé être l'endroit idéal pour une vie de famille heureuse. Je travaillais comme manager dans une grande entreprise, recevais un salaire stable supérieur à la moyenne et faisais tout pour fournir à ma famille tout ce dont elle avait besoin. Jessica ne travaillait pas, elle s'occupait de la maison et des enfants et semblait généralement satisfaite de sa vie. Je croyais sincèrement que nous avions un mariage parfait. Compréhension mutuelle, respect et amour, bien que pas toujours simple. Cependant, l'année dernière, j'ai commencé à sentir que quelque chose avait changé entre nous. Les premières notes inquiétantes, je les attribuais à la fatigue des soucis quotidiens, à l'éducation de deux jeunes enfants, au manque de temps l'un pour l'autre. Jess commençait à s'irriter plus souvent pour des broutilles. Parfois, elle s'emportait pour des futilités, mais dès qu'elle obtenait ce qu'elle voulait, une visite au salon, un nouveau sac à main ou une robe, elle redevenait affectueuse, gentille, comme elle l'était avant. Il y avait des petites choses que je remarquais, mais que je ne voulais pas admettre. Par exemple, avant, elle m'accueillait toujours joyeusement, quand je rentrais du travail, m'embrassait, me demandait comment s'était passée ma journée. Mais peu à peu, elle a commencé à le faire de moins en moins souvent, comme si mon retour à la maison était devenu pour elle un événement ordinaire et même ennuyeux. Je mettais cela sur le compte de la routine. Elle pouvait passer des heures à échanger des messages avec quelqu'un sur son téléphone, mais dès que j'apparaissais, elle interrompait brusquement la conversation et se concentrait sur les enfants ou les tâches ménagères. Je me souviens particulièrement bien d'une soirée. Nous étions assis à table en famille, en train de dîner, et Jessica était perdue dans ses pensées, distante. À ce moment-là, je ne réalisais pas encore ce qui me troublait dans son comportement. À un moment donné, elle s'est levée de table, pour répondre à un appel, et a parlé longtemps dans la pièce voisine, d'une voix étouffée. Quand elle est revenue, je lui ai demandé à propos de son appel, et elle a répondu brusquement que c'était sa copine, tout en me reprochant de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Je me suis senti mal à l'aise. J'ai essayé de ne pas poursuivre la conversation, bien qu'un sentiment désagréable soit resté en moi. Plus tard, une semaine après, j'ai commencé à remarquer que Jess avait acheté plusieurs ensembles de lingerie très beaux et révélateurs. Ce qui était étrange, c'est qu'elle ne les portait jamais pour moi. À ma question, pour qui était cette beauté, elle plaisantait, en disant qu'elle voulait se plaire à elle-même. Alors, j'ai décidé de ne pas prêter attention à mes inquiétudes, les considérant comme de la bêtise, de la jalousie. J'ai continué à vivre ma vie habituelle, croyant que ma femme était une femme fidèle, et que notre famille était forte et indestructible. Mais au fond de moi, très profondément, un doute a commencé à naître qui s'est bientôt transformé en certitude, que tout n'était pas aussi bien que je le pensais.
Les premiers soupçons sérieux sont apparus un samedi, lorsque j'ai décidé d'organiser une petite journée en famille. Je voulais raviver un peu notre relation et passer du temps avec ma femme et mes filles. J'ai réservé une table, dans un bon restaurant, où nous n'étions pas allés depuis longtemps. Et ensuite, je prévoyais d'aller avec toute la famille dans un parc d'attractions. J'ai informé Jessica de mon plan à l'avance. À ma surprise, elle n'était pas très enthousiaste, mais elle a tout de même accepté. Le matin de ce jour-là, j'ai remarqué qu'elle avait l'air irritée, et pendant que nous nous rendions au restaurant, elle vérifiait nerveusement son téléphone, envoyait constamment des messages et avait l'air distraite. À plusieurs reprises, j'ai surpris son regard pensif et même demandé si tout allait bien. Jess, qu'est-ce qui ne va pas? À cela, j'ai entendu un sec tout va bien et un regard pensif. Au restaurant, Jessica continuait de vérifier son téléphone, tapant des messages, rapidement et nerveusement, participant à peine à notre conversation. Il me semblait qu'à ces moments-là, elle était loin. J'ai décidé de plaisanter, pour détendre l'atmosphère, en disant que Jess était extrêmement populaire aujourd'hui, et qu'elle était assaillie par les admirateurs. Elle a levé les yeux et a répondu avec irritation que ses amis discutaient de l'endroit où aller, la semaine prochaine. Je me suis senti stupide, comme si je m'immisçais dans sa vie privée. Et je me suis tue à nouveau, bien que les doutes aient déjà commencé à envahir mon esprit. Quelques jours après cet incident, je suis rentré chez moi un peu plus tôt que d'habitude. Jessica n'était pas à la maison. Les enfants étaient chez ses parents et j'ai décidé de faire un peu de ménage. En ramassant ses vêtements près du lit, j'ai remarqué quelque chose de brillant. En ramassant l'objet, je me suis figé. Il y avait un bouton de manchette. Mal, je n'avais jamais porté quelque chose de semblable. Et parmi nos amis, personne non plus ne portait quelque chose de semblable. J'ai senti un froid dans mes mains, ma respiration s'est accélérée. Le soir, quand Jessica est rentrée à la maison, j'ai rassemblé tout mon courage et j'ai demandé, en essayant de rester calme, « D'où ça vient, Jess ?» Je lui ai montré le bouton de manchette dans ma paume. Elle a immédiatement pâli, mais elle s'est rapidement ressaisie et a répondu avec un léger sourire que c'était le bouton de manchette de son père. Apparemment, il était passé récemment pour aider à installer les tringles à rideaux. J'étais moi-même surpris qu'il en porte. Mais Jess s'est engagée à lui rendre le bouton de manchette dès le lendemain. La réponse semblait plausible. J'ai de nouveau chassé les mauvaises pensées. Cependant, intérieurement, je comprenais déjà que quelque chose n'allait pas. Son père n'a jamais porté de chemise avec de tels boutons de manchette. Mais j'ai décidé de ne pas discuter et simplement de l'observer plus attentivement. Les quelques semaines suivantes ont été éprouvantes pour moi. Je me trouvais constamment en train de l'observer attentivement à chaque pas, geste, à chaque appel ou message sur son téléphone. Parfois, il me semblait que je devenais fou, perdant le contrôle de moi-même, me transformant en une personne jalouse et incertaine. Le plus douloureux était la sensation de distance qui s'était installée entre nous. Le soir, elle commençait à se déplacer vers le bord du lit, à éviter mes étreintes, inventant des excuses comme la fatigue, la mauvaise humeur, le fait de devoir se lever tôt le lendemain. Une nuit, je n'ai pas pu m'empêcher de demander doucement. « Hey Jess, que se passe-t-il entre nous? On dirait que tu as cessé de me remarquer. » Elle s'est lentement retournée et m'a regardé d'un long regard froid, puis a soupiré. Je ne sais pas. Peut-être que je suis juste fatigué de la routine. Rien n'a changé. Ne dramatise pas. Mais je sentais déjà que ce n'était pas vrai. Quelque chose en moi disait qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Je suis devenu plus prudent, attentif, et j'ai décidé de m'en assurer avec certitude. Je ne pouvais plus vivre dans l'incertitude. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué un détail étrange. Quand Jessica prenait sa douche, son téléphone était posé sur la table de chevet. D'habitude, il était toujours verrouillé. Mais cette fois, j'ai remarqué que l'écran restait allumé après un nouveau message. Je me suis approché, le cœur battant plus fort, et j'ai vu le nom de l'expéditeur. Alex,
Le message ne contenait que 3 mots qui m'ont fait sentir comme si le sol s'effondrait sous mes pieds. Tu me manques. Je suis retourné à ma place, sentant le sang affluer à ma tête, et mon souffle se couper. Maintenant, j'étais sûr que mes doutes étaient pas vains. Une froide détermination m'envahit pour découvrir la vérité jusqu'au bout, quoiqu'il, cela ne m'a rien coûté. Après cette soirée où j'ai vu le message d'Alex, ma vie a changé. Chaque jour, je vivais comme sur des charbons ardents. Les soupçons me déchiraient de l'intérieur. J'essayais de faire semblant que rien ne se passait, mais la nuit, je ne pouvais pas dormir. Ressassant encore et encore dans ma tête les mots que j'avais vus. J'ai commencé à observer attentivement le comportement de Jessica, en essayant de ne rien laisser paraître, mais elle ne se doutait de rien. Et c'était le plus difficile, voir son calme et son sourire, sachant que tout cela était un mensonge. Décidé à tout découvrir avec certitude, j'ai commandé sur Amazon une petite caméra cachée dans une horloge que j'ai placée sur l'étagère du salon. J'ai menti à Jessica en lui disant que je partais en voyage d'affaires pour quelques jours. Elle a décidé d'emmener les filles chez ses parents pendant ce temps. Le jour de mon voyage d'affaires est arrivé. Je suis parti de la maison le cœur lourd, craignant ce que je verrais plus tard. Mais je savais que je devais le faire pour mettre fin à mes doutes, une fois pour toutes. Déjà le soir, assis dans la voiture, non loin de la maison, et regardant la diffusion de la caméra sur mon téléphone, j'ai vu quelque chose qui a changé ma vie à jamais. J'ai vu Jessica ouvrir la porte, un homme. C'était Alex, que je connaissais comme un collègue de son travail. Ils se sont immédiatement embrassés, comme s'ils attendaient cela depuis longtemps. Mon cœur battait à tout rompre, ma respiration était saccadée, mais je ne pouvais pas détacher mon regard de l'écran. Ils sont passés au salon et ont commencé à parler. Le dialogue a été bref. Il a exprimé son mécontentement et pensait que je ne partirais jamais. Mais ma femme a décidé de tout tourner en plaisanterie et a mentionné à quel point j'étais aveugle, et que je ne remarquais rien, même si je me tenais juste devant eux, pendant qu'ils profitaient l'un de l'autre. J'ai eu le souffle coupé par ces mots. Je ne pouvais pas croire que la femme que j'aimais tant pouvait parler de moi si cruellement. Ensuite, ils ont commencé à s'embrasser. Aussi passionnément et ouvertement que nous ne l'avions pas fait depuis longtemps, nous ne nous étions pas embrassés. Après quelques minutes, ils ont quitté le champ de la caméra. J'ai compris que je ne pouvais plus rester assise ici à attendre. Il me fallait voir tout de mes propres yeux. Malgré toute la douleur, je suis entré discrètement dans la maison par l'arrière, porte. Mon cœur battait si fort qu'il semblait qu'on pouvait l'entendre. J'ai entendu le rire étouffé de Jessica qui venait du 2e étage. En montant les escaliers, mes jambes semblaient être en plomb, mais je continuais à avancer vers cette pièce, qui était autrefois le symbole de notre intimité et de bonheur. Notre chambre. La porte était légèrement entr'ouverte, et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Ce que j'ai vu m'a transpercé comme un couteau brûlant. Ma femme, entièrement nue, était allongée sur notre lit, les jambes écartées. Alex se tenait devant elle, également nu. Ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils n'entendaient ni ne voyaient rien autour d'eux. Je restais figé, incapable de bouger. Mon souffle était coupé. Ma vision s'assombrissait. Je ressentais des nausées et des vertiges. Mais je ne pouvais détourner le regard de cette scène qui avait définitivement détruit mon monde. Alex, s'il te plaît, ne t'arrête pas. J'ai entendu sa voix gémissante, qui auparavant m'appartenait uniquement. Ces mots ont fait éclater mon cœur. La colère et la terreur m'ont envahi simultanément. J'ai brusquement ouvert la porte et suis entré dans la chambre, les regardant droit dans les yeux. Jessica a crié, essayant de se couvrir avec la couverture, tandis qu'Alex restait figé de stupeur. J'ai senti que je suffoquais, que les mots me venaient avec une immense difficulté, mais j'ai tout de même réussi à articuler d'une voix glaciale, que j'étais convaincu que c'était bien le cas. Je ne m'attendais juste pas à ce que ce soit si répugnant. Alex a rapidement attrapé ses affaires, évitant de croiser mon regard,
et a presque couru hors de la pièce. Jessica, encore tremblante, me regardait avec panique et confusion. Elle demandait une chance de s'expliquer, elle demandait à parler, disait que tout n'était pas comme cela pouvait sembler. J'ai seulement compris que ma femme me mentait en face. Elle a détruit tout ce qu'il y avait entre nous, tout, et elle faisait cela dans notre lit, dans notre maison. J'ai presque crié, ne me reconnaissant pas. Elle s'est mise à pleurer, essayant de dire quelque chose, mais je n'écoutais déjà plus. Je commençais à trembler. Je suis sorti en courant de la maison et j'ai claqué la porte derrière moi. Déjà dans la rue, j'ai vomi directement sur la pelouse près de notre maison. La nausée était insupportable, la douleur intérieure si intense que je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je me suis assis dans la voiture et je suis parti. Je ne faisais pas attention à la route, essayant de comprendre comment continuer à vivre alors que toute ma vie s'était effondrée en un instant. Maintenant, je savais tout. Tout. Maintenant, je savais tout avec certitude et je comprenais que ce n'était que le premier pas sur un long chemin pour reprendre le contrôle de ma vie. Je conduisais sans prêter attention à la route, sans ressentir ni le temps, ni la distance. Dans ma tête, le cauchemar dont je venais d'être témoin se répétait encore et encore. Enfin, rassemblant mes pensées, j'ai arrêté la voiture sur un parking vide, près d'un supermarché ouvert 24 heures sur 24. Mon cœur battait si fort que la douleur résonnait dans mes tempes. Pendant quelques minutes, je suis simplement resté assis, essayant de me calmer. Puis, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé mon meilleur ami David. Il voulait savoir où je me trouvais et ce qui s'était passé en général. Je ne savais pas comment lui expliquer tout cela. J'ai juste dit ce que je ressentais. J'ai dit que Jessica me trompait. Je venais de tout voir de mes propres yeux. David m'a demandé de venir immédiatement chez lui pour en parler. Je suis venu le soir même. David m'a accueilli avec de l'inquiétude dans les yeux. Nous sommes restés assis dans la cuisine presque toute la nuit en analysant la situation qui s'était produite dans ma vie. Mon ami me conseillait de ne pas m'emporter, de ne pas appeler Jessica tout de suite, d'essayer de me calmer un peu. Il m'a rappelé que dans notre état, le divorce est possible pour faute. Et cela signifiait que je devais rassembler des preuves irréfutables de son infidélité. Le lendemain, j'ai appelé un avocat qui a immédiatement accepté de m'aider. Nous avons discuté de la situation et l'avocat m'a conseillé de ne pas contacter Jessica tant que toutes les preuves de son infidélité, y compris les enregistrements de caméras et toute correspondance, ne seraient pas rassemblées. Pendant ce temps, Jessica m'appelait des dizaines de fois, laissait des messages vocaux en larmes, demandait à parler et s'expliquer, mais je ne pouvais pas me résoudre à répondre. Ces messages vocaux ne me provoquaient que de la douleur et du dégoût. Je me suis temporairement installé chez David. C'était une période difficile. Je ne pouvais pas dormir correctement, je mangeais à peine, mon état se détériorait visiblement. David m'a convaincu de consulter un psychologue. J'ai commencé à consulter régulièrement. Le psychologue m'aidait à gérer cette douleur et cette colère dévorante qui s'était installée en moi. Après une semaine, je suis rentré chez moi. M'assurant que Jessica n'était pas là, j'ai rassemblé toutes mes affaires qui pourraient me être nécessaires. En franchissant le seuil de la maison, j'ai ressenti une incroyable amertume en regardant les murs, qui autrefois étaient remplis de souvenirs heureux. Je ne pouvais pas imaginer que cet endroit deviendrait pour moi un symbole de trahison. Pendant ce temps, je me préparais méthodiquement au divorce. Avec l'aide d'un avocat, j'ai obtenu l'accès aux enregistrements téléphoniques, où j'ai découvert une longue correspondance entre Jessica et Alex, pleine de messages explicites et de projets communs. Ces données ont finalement confirmé que la trahison durait déjà depuis plusieurs mois. Pendant tout ce temps, Jessica menait une double vie, prétendant être une épouse et une mère attentionnée devant moi et les enfants. Un soir, alors que David et moi discutions des actions futures, la sœur de Jessica, Amber, a appelé. Sa voix tremblait d'indignation et de compassion en même temps. Elle savait tout.
Elle avait accidentellement entendu sa conversation avec Alex. Elle était très honteuse pour sa sœur. Et si j'avais besoin d'aide au tribunal, Amber a dit qu'elle était prête à tout confirmer. J'ai parfaitement mémorisé chacun de ces mots, comme si tout cela avait été dit au moins 1000 fois. J'étais reconnaissant envers Amber, car elle pouvait considérablement faciliter le processus. Quelques jours après la conversation avec Amber, j'ai officiellement déposé les papiers du divorce en indiquant, comme raison, l'infidélité. Je me sentais étrangement libre et, en même temps, vidé. Quand Jessica a reçu la notification, sa réaction a été extrêmement violente. Elle a essayé de me contacter, elle a demandé une rencontre, utilisant à nouveau toutes les techniques manipulatrices, des larmes et des demandes de pardon, jusqu'aux menaces de prendre les enfants pour toujours. Mais je n'étais plus la même personne douce. Une détermination ferme s'était installée en moi pour aller jusqu'au bout. Le tribunal a fixé une audience préliminaire. Je suis venu là-bas avec l'avocat, Amber et David. Se sentant confiante, Jessica semblait brisée, mais essayait en même temps de convaincre le juge que c'était une erreur, que tout pouvait être corrigé. Lorsque l'avocat a présenté les preuves, les enregistrements des échanges de témoins, son visage est devenu pâle de désespoir et de colère. Le juge a attentivement écouté les deux parties et a décidé que les preuves de ma justesse étaient convaincantes et que le divorce serait examiné précisément à la faute de Jessica. Les audiences suivantes devaient décider de la répartition des biens et de la garde des enfants. Après ce jour-là, j'ai ressenti un étrange soulagement. Pour la première fois depuis de nombreux jours, j'ai eu l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Je comprenais que des jours difficiles m'attendaient, mais j'étais prêt à cela. Je devais me battre non seulement pour moi, mais aussi pour Emma et Mia, afin qu'elles puissent grandir dans un environnement stable et heureux. Maintenant, je savais avec certitude qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Le procès était l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Je savais que le processus serait désagréable, mais je ne pouvais même pas imaginer à quel point il serait difficile, il serait émotionnellement. Notre avocat, M. Harris, a soigneusement préparé chaque audience. J'ai fourni tous les enregistrements des caméras, les correspondances, les appels téléphoniques, les témoignages d'Amber et David. Toute ma vie des derniers mois était classée dans un épais dossier de documents. Lors de la première audience, Jessica est apparue accompagnée de son avocat. Son regard était lourd, froid. Elle me regardait avec ressentiment et colère en même temps. Lorsque le juge a commencé l'audience, son avocat a immédiatement tenté d'apaiser la situation. En s'adressant au juge, elle a souligné le fait que sa cliente regrette profondément ce qui s'est passé. C'était une seule erreur, et elle est prête à tout pour préserver sa famille. Mon avocat a immédiatement réagi en présentant des enregistrements où il était clairement visible que ce n'était pas là. Seule l'erreur. Le juge a examiné attentivement toutes les preuves, de temps en temps, jetant un regard sévère sur Jessica, avec désapprobation. Quand ce fut au tour d'Amber de témoigner, elle parlait fermement, bien que sa voix tremblait. Elle avait accidentellement entendu la conversation de Jessica avec Alex. L'épouse discutait de combien elle était fatiguée de la vie de famille avec moi, me qualifiant d'ennuyeux et de faible homme, disant qu'elle avait enfin trouvé un homme qui lui apportait des émotions et du plaisir. Ces mots m'ont profondément blessé, même si je connaissais déjà la vérité. Les entendre dans la salle d'audience était doublement douloureux. Après le témoignage d'Amber, le juge m'a appelé et m'a également posé quelques questions. Jessica a essayé d'intervenir, de s'emporter pendant mon discours. Elle affirmait que c'était moi qui avais détruit la famille, que je ruinais l'avenir de nos enfants. Mais le juge ne l'a pas une seule fois interrompu, promettant à la fin de l'expulser de la salle pour un tel comportement. Après plusieurs séances tendues, le tribunal a rendu sa décision finale, et le divorce a été prononcé au tort de Jessica. Les biens ont été partagés équitablement, ou plus précisément, Jessica devait racheter ma part de la maison. La garde des enfants était également partagée.
Je devais verser une pension alimentaire pour notre fille. Après la dernière audience, Jessica m'a approché dans le couloir du tribunal et a essayé de parler à nouveau. Elle demandait une chance et disait que les enfants avaient besoin de nous deux. Ces mots ont de nouveau touché mon cœur. Je la regardais, sans aucun sentiment de pitié, mais avec une douleur dans la poitrine. Ma femme n'aurait jamais fait ça, donc tu n'es pas elle, ai-je dit. Je me suis retourné, et je suis parti, ressentant une étrange liberté et, en même temps, un vide lourd à l'intérieur. Les premiers mois après le divorce ont été incroyablement difficiles. Je continuais à vivre chez David, je voyais régulièrement un psychologue et je rétablissais progressivement mon état émotionnel. Emma et Mia sont devenues ma priorité principale. Avec le psychologue, nous avons essayé d'expliquer, aussi doucement que possible, les changements dans la famille, en insistant sur le fait que maman et papa continuent de les aimer très fort. Je récupérais les filles chez les parents de Jessica, évitant tout contact avec mon ex-femme. Chaque fois qu'elle courait vers moi avec des sourires éclatants, je ressentais que j'avais bien fait de ne pas laisser cette situation détruire notre lien. Amber racontait que Jessica essayait depuis longtemps de se faire passer pour une victime, se plaignant à ses amis de la façon dont j'avais été dur avec elle. Elle continuait à mener une vie désordonnée, rencontrant de nouveaux hommes via des sites de rencontres, mais elle m'envoyait régulièrement des messages sur combien elle aimait et voulait retrouver la famille. Je supprimais simplement ces messages, sans les lire. Peu à peu, j'ai commencé à me sentir plus fort, plus confiant. J'ai compris que cette crise m'avait aidé à devenir une personne qui comprend clairement ses limites et ne se laisse plus manipuler. Un soir, assis dans le jardin de David, j'ai regardé le ciel étoilé. Et pour la première fois, depuis longtemps, j'ai ressenti la paix. J'ai éprouvé une profonde gratitude pour le fait que ma vie s'améliore progressivement. Ce qui est le plus précieux, mes Yotseon filles, sont toujours à mes côtés, et même autant que je les aime. Après un certain temps, je prévoyais de déménager dans une nouvelle maison, de commencer un nouveau chapitre de ma vie, plein d'espoir et d'objectifs. Peut-être que je pourrais à nouveau rencontrer une personne à qui je ferais confiance et que j'aimerais. Mais pour l'instant, l'essentiel pour moi était de guérir les blessures émotionnelles que Jessica m'avait infligées. En regardant mes filles, je comprenais que tout ce chemin douloureux en valait la peine. J'étais heureux de m'être débarrassé de la relation toxique avec Jessica. Malgré toute la douleur, j'étais reconnaissant pour cette expérience. Je savais que désormais ma vie n'appartenait qu'à moi et à mes filles. J'avais l'intention de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour ne plus jamais ressentir une telle trahison. Ma vie ne faisait que commencer. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, mettez des likes. Vous pouvez également regarder nos vidéos précédentes sur la chaîne. Et je souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.